Hagerty et le magazine V8 Passion sont fiers de vous présenter Passion Auto Rétro. Cette semaine à l'émission, on reçoit M. Mathieu Ziska. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien, Rick. Cette semaine, on parle d'évaluation de voiture. On a beaucoup de questions à savoir comment on peut investir dans la voiture antique, si on peut avoir du rendement, quoi ne pas faire. On va commencer par donner des exemples qui ont eu du rendement dans le temps. Des gens qui ont investi il y a plusieurs années puis qui ont eu un rendement par rapport à la valeur aujourd'hui. Oui, exactement. Je pourrais, d'entrée de jeu, je pourrais dire aussi que tout n'est pas bon à collectionner, malgré qu'il peut avoir une valeur sentimentale à un véhicule qui vous intéresse. Mais, question argent, il y a toujours des modèles précis, avec des années précises qui sont à collectionner plutôt que d'autres. Là, on parle de placement rationnel. C'est sûr, des fois, on veut se rappeler des souvenirs parce qu'on a grandi dans une chevette, on met une chevette, 4 portes. Mais c'est pas nécessairement là que la valeur va être disponible. Exactement. Alors, pour nommer quelques véhicules, un Austin Healey 3000, par exemple, c'est un véhicule qui peut prendre passablement de valeur. C'est un véhicule qui n'a pas été fait à énormément d'exemplaires non plus. Ça, c'est un véhicule qui peut prendre de la valeur. C'est un véhicule qui coûtait combien à l'origine? Bon, c'est un véhicule qui coûtait dans les 2-3 000 là, si on parle d'un modèle dans les années 60, mettons. Sa valeur actuelle environ? Sa valeur actuelle, ça peut valoir jusqu'à 100 000 un exemplaire là, qui serait numéro 1, là, ça pourrait valoir ce prix-là. Fait qu'on parle d'un bon placement en partant. Un bon placement. Un Buick Riviera de 63 à 70. Et c'est à l'époque où il y avait une super belle ligne en passant. Exactement. Oui. Même le carrossier Pininfarina en Italie avait déclaré que c'était, à son avis, la plus belle voiture américaine qui a jamais été faite. C'est un fait. C'est une très belle voiture. Ça peut valoir, Beau Riviera, ça peut valoir jusqu'à 38 000 mais c'est un véhicule qui est en hausse dans le moment. C'est difficile à trouver, un bel exemplaire, alors ça, c'est en hausse. Comment ça pouvait valoir Riviera? Riviera, c'était au-dessus de 4 000 en 63. Quand même, c'est une voiture haut de gamme. Entre 4 et 5 000. C'est un véhicule assez cher. Il y a les Cadillac Eldorado Brougham. Ça, c'est un véhicule excessivement rare. Ils en ont fait 400 en 1957, puis ils en ont fait 300 en 1958. C'est un véhicule 4 portes avec des portes suicides. Il y avait à peu près tout ce qu'il y avait moyen d'avoir comme équipement électrique dans ces véhicules-là. Ça se vendait 13 075 $, c'était le prix de base en 1957. C'était pratiquement le véhicule le plus cher de la planète à ce moment-là. Et il faut dire qu'en 57, on est dans le 50e de GM aussi. Oui. Donc, ils ont mis un effort supplémentaire pour faire des véhicules encore plus beaux. Ils ont mis le paquet. Alors, un bel exemplaire d'Eldorado Brougham, ça peut valoir 156 000 $. Puis, pour faire une comparaison, vous prenez un Chevrolet Bel Air 57, qui est un véhicule aussi qui a une très bonne popularité, qui se vendait une coupe de 1000 pièces en 57. Mais un bel exemplaire décapotable, ça peut valoir jusqu'à 140 000 $. Alors, quand pour un même. investissement de 2 000 dans le temps, ça peut valoir 140 000 aujourd'hui, tandis que le Cadillac, pour un investissement de 14 000, c'est pratiquement le même prix. Alors, les voitures de collection, c'est selon l'offre et la demande. Vous pouvez avoir quelque chose de rare. S'il n'y a pas de demande, le prix ne lève pas. Dans le cas de Chevrolet, il y en a eu beaucoup de produits, mais étant donné qu'il y a énormément de demandes, les prix montent pareil. Exactement. Il y a eu 48 000 Bel Air décapotables de produites en 57. Ensuite, les Chrysler 300 lettrés, la série lettrée à partir de 1955. Oui. Ça s'est appelé 300 parce que c'était la première voiture américaine qui développait 300 forces. Alors, je l'apprends, là, je ne savais pas ça. Un bel exemplaire, ça peut valoir jusqu'à 240 000 $. Alors que c'est une voiture, à l'origine, qui valait quelques milliers de dollars. Bien, ça valait 5 000 $. C'était surtout vendu du côté américain. C'était dispendieux, mais ça avait... Puis il y en a eu dans le NASCAR de ça, là. Oui, il y avait une bonne réputation. Il y avait une bonne réputation. Oui. Continental Mark II, Lincoln Continental Mark II, en 1957, ça valait 10 000 $. Mais aujourd'hui, un beau Lincoln Mark II, ça peut valoir 130 000 $. Bien, il faut qu'il soit là, vraiment exemplaire, là.
Mais c'est un véhicule qui, honnêtement, qui a un beau design. Oui, Honnêtement, c'est réussi. Mais qui pourrait monter plus qu'il monte dans le moment, mais pour une raison inconnue, ça ne lisse pas si haut que ça. Là. Question de demande. Question de demande, Oui. parce que c'est la même chose. Il n'y en a pas eu beaucoup de ça. Là. Il y en a eu peut-être 300-400. Là. C'est pas un véhicule qui a sorti à grande échelle. Puis il y en a eu juste pendant 2 ans, 56 et 57. Donc, si le modèle probablement était plus connu, plus de demandes, on aurait vraiment une remontée des prix. De Soto Adventurer, de 56 à 58, les Adventurer, c'était le haut de gamme, l'équivalent d'un Chrysler 300 lettré. Il y avait des moteurs extrêmement puissants là-dedans. Puis les Adventurer étaient tous blancs et or ou noir et or. Alors, un exemplaire 59 décapotable, ça peut valoir jusqu'à 326 000 À ce point-là. Oui. Et lorsqu'on parle de design, on est d'accord que aussi c'est une réussite de ce côté-là. Oui. Bien, comme Chrysler, dans ces années-là, c'était des beaux modèles, sauf qu'il y avait beaucoup de problèmes de fabrication. Là, Problèmes électriques aussi. Des hein? problèmes d'eau. Puis, ouais. Il y avait des problèmes de qualité au fond. Exactement. Mais le design était vraiment agréable. C'était un beau véhicule. Oui. En 59, d'ailleurs, des Adventurer, ils n'en ont même pas fait 100 décapotables. Hey, c'est pas gros. C'est pas beaucoup. En tout cas, j'espère que vous êtes impressionné. Mathieu, tu as encore d'autres exemples à nous donner? Exactement. Lincoln Continental 61 à 67, le modèle Kennedy qu'on appelle. Oui. Ce modèle-là commence à prendre pas mal de valeur en décapotable. Un bel exemplaire peut se vendre 125 000 Comment on explique la remontée de ce véhicule-là dans le marché? C'est parce qu'il y a beaucoup de demandes. Bien, d'abord, 4 portes décapotables, c'est rare. C'est assez rare. Ensuite, c'est le véhicule dans lequel Kennedy a été assassiné. Donc, ça lui donne une certaine notoriété à partant. Puis, curieusement, il y avait beaucoup de vidéos d'artistes, là, rappeurs et compagnie, qui ont des véhicules de ce genre-là dans leurs vidéoclips. Donc, alors, ça fait monter la popularité du véhicule. Ah, c'est brillant. Une autre manière de faire monter les valeurs des voitures. Exactement. Ensuite, le Oldsmobile Toronado 66, la première voiture américaine de ce format-là avec une traction. C'est un véhicule qui est assez rare, 66-67. Puis curieusement, ça ne monte pas tant que ça. Là. Un bel exemplaire de Toronado là, qui serait numéro 1, ça peut valoir 42 000 Environ. environ. Donc, lui, il n'y a pas une poussée comme d'autres modèles. Non, il non. est porté à stagner un petit peu. Oui, puis malgré, comme je disais, là, que c'est la première traction, puis c'est un modèle, quand même un beau modèle. Puis on pourrait terminer avec Oui. un Sunbeam Tiger. Ça, c'est une petite voiture de la grosseur d'un MG. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Sauf que la Tiger est équipée d'un V8 289 de Ford. Alors, un bel exemplaire de Sunbeam Tiger, ça peut valoir 189 000 Alors, quand même. Ouais. Puis c'est un multimoteur, le 289, c'est lui qu'on trouvait dans la Mustang 64,5, 65. Exactement, je crois. mais ça demeure un Sunbeam Tiger, ça demeure un véhicule de la grosseur d'un MG puis d'un Triumph. Fait que ça doit être plaisant à conduire, puis il doit avoir assez de puissance pour avoir du fun. Sûrement. Sûrement. Mathieu, dans l'autre volet, là, on va parler des investissements à faire maintenant pour le futur. Exactement. Merci, Mathieu. Cette semaine, dans le volet de Mario Lacroix, on va parler d'un véhicule qui s'appelle Decoliner. On peut comprendre un peu pourquoi il l'appelle comme ça. Hein? Effectivement, c'est très avant-gardiste, futuriste. Décoratif. Décoratif. Écoute, tous les mots s'appliquent. Il a été créé par un artiste qui s'appelle Randy Grubb. Pour situer les gens un petit peu, Randy Grubb, c'est un amateur de tout ce qui est en aluminium, entre autres. Mais entre autres, il a créé une voiture, un V12 à un moteur de 30 litres quand même, appelé le Tank Car. 30 litres? Oui, c'est Jay Leno qui l'a acheté pour mettre dans sa collection. Mais pour revenir à notre véhicule, Jay Leno le connaît très bien, le Decoliner. En réalité, c'est un camping-car. OK. Un genre de VR futuriste, qu'on pourrait dire. Original. Il a été vendu l'année passée au coût de 500 000 Un demi-million. C'est un VR qui peut se conduire sur 2 étages. Donc, on peut le conduire du haut comme on peut le conduire du bas. On a le choix de la vision. Exactement. Le châssis qu'on a utilisé pour créer ce véhicule, c'est un châssis de motorisé, un camping-car de GMC des années 73. OK. Et la cabine, entre autres, un peu, on va reconnaître des airs d'un White COE de 1953.
Tout ce qui s'appelle intérieur, la finition, les fenêtres, tout était fait à la main par Randy Grove. Les fenêtres, c'est du verre soufflé. C'est de l'artisanat pur. C'est carrément, là, c'est tiré encore là d'une série Flash Gordon, on dirait. Il a fallu 6000 heures de travail sur une période de 18 mois qui estime à tout près de 100 000 en pièces détachées pour construire le Decoliner. Cet homme-là aussi possède des motos assez futuristes que vous allez voir sur certaines photos avec... on ne voit pas la moto ensemble, mais on voit que ça marche sur 2 roues avec une carrosserie quasiment autour en aluminium aussi. C'est un gars qui avait des idées qu'il développait. Là. Oui, tiré de films futuristes quasiment. La motorisation, ça vient de Osmobile 455 à traction avant. Pour ce véhicule-là. À fond, il y a le rouage d'entraînement d'un Toronado d'automobile. Exactement. C'est ça, c'est la même chose. Ouais. Le Decoliner a un poids de 7000 livres, mais c'est quand même plus léger que le camping-car d'origine, probablement dû à la grande surface en aluminium qu'on y retrouve sur le véhicule. C'était génial. Le gars, c'est vraiment un artiste. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de potentiel commercial. Non, un objet d'art. On est un objet d'art, de collectionneur. Ceux qui ont de l'argent peuvent d'y rêver, peut-être de se le procurer. Bref, c'est beau pour l'œil et surtout dans les expositions, là, c'est capotant à voir. Je pense que c'est parfait pour Jay Leno. Exactement, oui, ça c'est un bel exemple. La semaine prochaine, on s'en va complètement ailleurs. On va retourner dans l'époque de l'après-guerre, encore là, et on va parler d'aérodisseurs. Merci Mario. Bonne semaine. Merci. Cette chronique vous a été présentée par le restaurant Parmesan et les Belles Autos d'hier. Dans la deuxième partie de l'émission, vous avez dit qu'on parlerait des investissements à faire en voiture antique. Mais Mathieu va nous donner des guides là-dessus, des investissements à faire aujourd'hui pour avoir du rendement plus tard. Peut-être. Peut-être, oui, peut-être. Peut-être, parce que je ne peux pas garantir, mais sauf que c'est des véhicules, au départ, qui présentent un certain intérêt et qui pourraient prendre de la valeur. Alors, un potentiel de prise de valeur. Exactement. Le premier, je vous présente, c'est un Monte Carlo 86-87, le modèle SS Aero Coupe. Ça, c'est un Monte Carlo avec une lunette arrière style fastback. Okay. Ils en ont fait quelques exemplaires. Ils en ont fait 200 en 1986, puis ils en ont fait 6 000 en 1987. C'était un 5 litres qu'il y avait dans ce véhicule-là, de 180 chevaux. Ça peut valoir, dans le moment, entre 12 000 et 40 000 Le prix le plus élevé que je vous donne, c'est selon les évaluations d'Agerty. OK. Ensuite, un Chevrolet Cobalt SS Turbo de 2008 à 2010. Il y en a peut-être qui vont sourire un petit peu. Il y en a peut-être qui vont sourire, mais évidemment, ça prend le 2 litres turbo de 264 chevaux. OK. C'est un véhicule qui pourrait être appelé à prendre de la valeur. Dans le moment, je ne peux pas vous dire quel prix ça vaut, mais c'est un véhicule qui pourrait être recherché et qui pourrait prendre de la valeur. Là, on s'entend, on fait de la projection sur 10, 15 et 20 ans. Exactement. Pontiac Fiero GT de 85 à 88. Ça, c'est un véhicule qui est en forte remontée dans le moment. Ça peut valoir entre 6 000 et 24 000 Et évidemment, ça prend le modèle GT avec le V6 de 2,8 litres de 140 chevaux. Mais c'est un véhicule qui a une forte tendance à la hausse dans le moment. Alors qu'à la fin de sa carrière, c'est un véhicule qui n'avait pas nécessairement une bonne réputation. Exactement. Ouais. Un Thunderbird Turbo coupé 1983 à 1986. C'est un véhicule qui peut avoir l'air banal comme ça, mais encore là, ça prend le 4 cylindres de 140 pouces cubes, de 142 chevaux. Un exemplaire comme ça peut valoir dans le moment entre 3 900 et 25 000 et c'est un autre véhicule qui est en forte hausse, malgré le fait que ce n'est pas un véhicule flamboyant, mais le prix a tendance à monter. On est dans la première génération aussi chez Ford des véhicules aérodynamiques avec la Thunderbird. Exactement. Ouais. Ensuite, un Mustang SVO de 1984 à 86 avec un 2,3 litres turbo de 175 chevaux. Véhicule numéro 1, dans le moment, peut valoir jusqu'à 33 000 Quand même. Oui. Ensuite, un Ford Taurus SHO. Oui, ça, je connais. J'ai conduit ça. C'est pas nécessairement, encore là, c'est pas un véhicule flamboyant. Entre 89 et 90, ça prend le V6 turbo de 365 chevaux.
C'est un véhicule, dans le moment, qui peut valoir entre 6 et 18 000 J'aimerais qu'on parle un peu du moteur rapidement. C'était pas un moteur Ford qui avait dans le un véhicule. moteur Yamaha, exactement. Et c'est un moteur, si je me souviens bien, qui pouvait tourner jusqu'à 9 et 10 000 tours minute. C'est un moteur très souple. En tout cas, ça prend ce modèle-là. Là, pour Absolument. quelqu'un qui veut investir, ça prend ce modèle-là. Ensuite, un Dodge Stealth RT, Twin Turbo. Ça prend évidemment le modèle Twin Turbo avec le V6 de 3 litres de 300 chevaux. Il y en a eu 4 355 de produits. Dans le moment, ça peut valoir entre 11 000 et 33 000 et c'est un autre véhicule qui est en forte hausse. Donc, là, il monte. Ça monte. Ensuite, un Dodge Spirit 91-92. Bon, petit sourire encore. Encore un petit sourire en coin, mais il faut qu'il soit équipé avec le 4 cylindres de 2,2 litres de 224 chevaux. Ça prend le modèle RT. C'est pas un modèle qui a sorti à grande échelle non plus. C'est un véhicule qui pourrait être appelé à monter. Puis on va se dire, si on n'a pas ces caractéristiques-là, le véhicule ne vaut presque rien. Presque rien. Il faut que ça soit ça. Ouais. Ensuite, toute la série de Chrysler SRT. Un Crossfire SRT6, un 300C SRT8 de 2005. Il faut quand même que ça soit la première année. Un Dodge Neon SRT4 de 2003-2004. Dodge Magnum SRT8 de 2006-2007. Un Grand Cherokee SRT8 de 2006 à 2010. C'est le SRT8 qui fait sa valeur. Ça prend le SRT8. Oui, dans le cas du Grand Cherokee, dans le moment, là, c'est un véhicule qui se vend entre 20 et 55 000 c'est-à-dire aussi cher que qui s'est vendu en 2006. Donc, sa valeur est stable. Exactement. Plutôt rare, hein? Alors, c'est des véhicules qui peuvent être appelés à monter de prix. Il y en a, évidemment, il y a d'autres véhicules qui peuvent être intéressants, mais il faut toujours que ça soit quelque chose qui sort de l'ordinaire un peu. Faut pas aller, comme on disait dans notre langage, sur un 4 portes à poteau. Non. Donc, il faut vraiment aller dans des véhicules spécifiques. Ouais. On est d'accord, il faut faire appel à un expert si on veut faire un bon choix. Exactement. Là, il y a des gens qui peuvent conseiller puis dire, bien ça vaut la peine, ça vaut pas la peine. Exact. Mais comme je dis, c'est toujours une valeur sentimentale. Là. Oui. Vous pouvez être intéressé à un véhicule qui n'a pas nécessairement une grosse valeur monétaire, mais qui a une valeur sentimentale pour vous. Oui, parce que ça nous rappelle des souvenirs. C'est notre véhicule d'enfance, c'est notre véhicule que des parents avaient à l'époque. Donc, on cherche plutôt un réconfort de se ramener dans nos souvenirs. Exactement. Là, on a été rationnel aujourd'hui. On a parlé de valeur. Donc, on parle un peu d'investissement, comme on investirait sur un tableau d'art dans l'intention qu'il prenne une valeur dans le futur. Exactement. Mais encore là, c'est toujours ça pourrait. Oui, c'est important de le dire. C'est important de le dire parce que c'est toujours selon l'offre et la demande. Hein? Exactement. Est-ce que tu as peur d'avoir une mise en demeure dans le futur? Non. OK. Pas vraiment. On est très clair. Ceci, ce sont des projections. Exactement. Mathieu, c'était super intéressant. Je te remercie beaucoup. Puis je pense que ça a éclairé bien les gens pour nous donner des idées comment on pourrait investir dans la voiture antique. On peut faire le choix entre un choix émotionnel ou rationnel. Exactement. Merci beaucoup, Mathieu. Bien fait. Ce segment vous a été présenté par Hagerty, assurance de voitures classiques. Cette semaine à l'émission, on vous parle d'un produit, le T-Gel. C'est fait par Hypertech. Bonjour, Marc. Hey, salut Eric, ça va? Ça va super bien. Good. Un produit que tu as développé d'abord pour l'automobile, qui s'est ensuite importé sur les VTT par un essai-succès. Exact. C'est un produit qui fait des miracles. Ouais, miracles. Là. Les miracles, comme je me plais à dire, les miracles sont à Sainte-Anne-de-Beaupré, mais pas chez nous. Mais quand même, c'est un produit qui, on s'attendait pas à ça. À un moment donné, je reçois un appel de Mont-Laurier, un dealer qui dit écoutez, M. Cloutier, on a mis le T-Gel sur un VTT et il est redevenu comme neuf. Donc, il était Je rouge. l'ai vendu 500$ de plus. Le gars était super content. Ah, ouais. Et puis, ben, nous autres aussi, parce qu'on s'est mis à le promouvoir au niveau du VTT, du motocross, etc. Et ça a connu vraiment un grand succès. Un exemple, un vieux VTT, il est rosé, mais à cause du soleil, on met ça dessus, puis la couleur originale va revenir. Exactement. Sur ma voiture, tu as fait une moulure très impressionnée. Elle était blanchâtre, elle est redevenue comme une neuve, Ouais. comme une voiture neuve. On peut aussi l'appliquer à plusieurs endroits sur une voiture. Par exemple, sur le caoutchouc de porte. Donc, on va faire ici, en se parlant, un caoutchouc de porte. Les caoutchoucs de porte, là, quand on va
Évidemment, c'est pas un cabriolet qui va sortir en hiver, mais on en met sur le caoutchouc de porte. Supposons qu'on va dans un lave-auto en hiver où on fait laver notre auto, puis c'est pas épongé. Ça peut causer, les fenêtres vont coller, les portes vont coller, s'il fait très froid. Ben, avec le T-Gel, ben, on n'aura pas ce phénomène-là. Donc, nos portières, nos vitres, ça ouvre. Pour l'avoir déjà vécu, j'ai déjà vécu un caoutchouc qui est décollé de l'habitat qui est resté collé sur la porte à cause justement d'un lave-auto. C'est tannant. Ouais. Quand tu as de la misère à ouvrir tes portes, là, c'est pas le fun. Quand le caoutchouc reste collé dans la porte, c'est encore moins le fun. Ouais. Alors, on peut... Un autre exemple, ben, c'est un peu... un autre exemple, ben, c'est ça ici, là, le caoutchouc là, qu'on a là. Alors, on voit que, évidemment, ça a un effet là, immédiat. Puis le caoutchouc devient à ce moment-là plus efficace aussi. Dans ce cas-là, c'est un caoutchouc qui empêche l'eau de rentrer dans l'habitacle. Là, on lui donne une chance de plus. Exactement. Ça va le protéger, ça va le faire en sorte que ça va garder sa flexibilité plus longtemps. Donc, plus Alors, efficace. c'est une foule d'avantages très importants pour l'amateur d'automobile. Absolument. En terminant, on peut aussi, si on a des pare-chocs noirs en plastique, ça fait exactement le même résultat, ça redevient neuf. Oui, les surfaces non peintes, évidemment. Effectivement. Ouais. Merci, Marc. Merci. Pour explorer l'excellence, ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Passion Auto-Rétro vous a été présenté par le magazine V8 Passion et les belles autos d'hier.